ce webinaire. Voilà, donc bonsoir à tous. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire, sur cette réunion publique spéciale pour les Françaises et Français des îles des Baléares. Cette réunion publique fait partie de toute la tournée de Renaud Lebert, donc, qui est candidat pour l'élection législative. Bonsoir Renaud, merci. Et le choix a été fait d'une manière responsable de la part de Renaud tout au long de sa tournée sur toute la péninsule ibérique, d'avoir un impact carbone limité. Et donc, Renaud a choisi volontairement de ne pas se déplacer, notamment sur les îles, donc de ne pas prendre l'avion, et donc de fonctionner sur ces moyens technologiques de réunion en ligne. Donc, je vous propose qu'on fasse juste rapidement donc, un petit tour de table avant de se lancer donc, sur les thèmes qu'on va aborder ce soir. Donc, je commençais par moi. Donc, je suis Stéphane Faduki, j'habite au Portugal, je suis à l'étranger depuis une quinzaine d'années, et donc je coordonne la campagne de Renaud ces élections législatives. Ensuite, honneur aux femmes. Qui veut se présenter la première? Allez, par ordre alphabétique. Axel, vas-y. Alors moi, je suis Axel, j'ai 49 ans, j'habite aux Baléares depuis 4 ans, en Espagne depuis 30 et quelques années. J'ai mes enfants au lycée français de Palma, je suis entrepreneur, j'ai une société dans les énergies renouvelables et aussi une association franco-allemande qui commence à faire des projets aussi sur l'Espagne pour booster des projets citoyens à impact positif. Et voilà. D'accord, super intéressant. Merci Axel. Merci Axel de ta présence. Hélène, bonsoir Hélène, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, rapidement. Hélène Truffert, j'habite en Espagne depuis 6 ans, à Ibiza, et j'enseigne au lycée français international d'Ibiza, les SES, pardon. Sciences économiques et sociales. Super, merci beaucoup Hélène d'être avec nous. Marie-Christine, bonsoir, est-ce que tu veux te présenter en 2-3 mots, s'il te plaît? Bonsoir, oui, je suis alors Marie-Christine Capard, je suis au Baléares depuis bientôt 50 ans. J'ai dirigé l'Alliance française de Palma pendant une dizaine d'années, après avoir enseigné pendant 15 ans. Et puis après, j'ai rejoint le lycée français de Palma en philosophie et lettres. Voilà. Et j'ai assisté un peu à la délicatesse de la présence française dans notre pays. Malheureusement, oui. Mais un très beau parcours. Merci beaucoup Marie-Christine d'être avec nous ce soir. Merci. Anna, est-ce que tu veux te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonsoir, je suis Anna Saint-Dizier, donc je suis élue depuis juin comme conseillère des Français de l'étranger pour la circonscription Aragon, Baléares et Catalogne. Voilà, je travaille dans la fonction publique catalane et j'ai des enfants scolarisés aussi dans le système français. Super, merci beaucoup Anna de ta présence ce soir. Renaud, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots s'il y a quelqu'un ici des fois qui ne te connaisse pas? Voilà, alors bonsoir. Donc, j'ai pas mal de liens avec les Baléares. Donc, je commence par ça. Il y a longtemps, et c'est là que j'ai connu surtout Marie-Christine au lycée français de Palma. J'y ai travaillé 1 an. C'est une très, très belle année. Donc, et il n'y a pas très longtemps, j'y étais aussi, donc en février, avec Anna et donc la sénatrice Hélène Conway. On a fait une tournée consulaire à Palma, on a rencontré le maire de Palma. Donc autrement, voilà, moi je suis comme Hélène, professeur de SES, j'habite Barcelone depuis 2004, j'ai 3 enfants qui sont depuis longtemps plus scolarisés, ils ont dépassé la limite d'âge. Et donc je suis candidat pour NUPES, pour les élections législatives, pour la 5e circonscription. Voilà. Super, merci beaucoup Renaud.
J'allais passer la parole à Tiffaine pour qu'elle se présente, mais apparemment, elle a eu un petit problème de connexion. Donc, on espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre juste après. On lui donnera à un moment donné la parole pour qu'elle puisse se présenter rapidement et nous dire d'où elle vient, où est-ce qu'elle est installée. Donc, on va démarrer donc cette réunion donc dédiée aux Françaises et Français des Baléares. Et donc, les thématiques qu'on vous propose ce soir sera notamment de parler des services consulaires. Et comme le disait Marie-Christine, malheureusement, de la dégradation de ces services consulaires ces dernières années. Puis une deuxième partie sur l'enseignement et les différentes problématiques que ce soit le corps enseignant ou les parents peuvent rencontrer. Et puis donc à chaque moment, Renaud pourra intervenir pour lui donner sa vision justement sur ces différents thèmes problématiques et nous dire quelles sont les solutions qu'il envisagera de mettre en place si et on en a la conviction qu'il soit élu député dans quelques jours. Donc, on commence par les services consulaires. Est-ce que quelqu'un souhaite témoigner, peut-être Marie-Christine, témoigner de l'état de l'évolution des services consulaires dans les îles Baléares ces dernières années et quel est l'état des lieux, en fait, la situation aujourd'hui? Bien sûr, alors l'évolution des services consulaires, quand je suis arrivée donc, dans les années 75, il y avait une vingtaine d'employés au consulat qui avaient du travail et c'était notre point de référence. Et puis petit à petit, surtout à partir d'une trentaine d'années, ça commence à diminuer. Et très curieusement, d'ailleurs, on le voyait à la dimension des bureaux. Les bureaux se sont rétrécis. Et puis maintenant, on a une espèce de guichet qui est tenu tant bien que mal à des horaires très réduits. Et de toute façon, rien ne s'y fait, sinon un accueil, ma foi, aimable, malgré les problèmes de temps surtout. Et puis, bien, il n'y a plus rien, puisqu'on doit aller à Barcelone pour tout. On doit aller à Barcelone notamment pour les cartes d'identité, pour les passeports. Et j'ai pu constater aux élections présidentielles, puisque j'étais assesseur, que beaucoup de binationaux jeunes sont venus voter, mais avec leur carte d'identité espagnole, puisqu'ils n'ont pas la carte d'identité française et ils n'ont pas leur papier français. Enfin, au moins, eux figurent sur la liste électorale et sont enregistrés, et on ne compte pas, Renaud pourra vous dire peut-être un peu mieux les chiffres, on ne compte pas le nombre de Français qui ne sont même pas inscrits. Parfait. Merci, Marie-Christine. Donc, de véritables difficultés pour l'ensemble des Français qui vivent aux Baléares. Ils sont plusieurs milliers pour ne serait-ce qu'une simple formalité de renouvellement du carte d'identité ou d'émettre un passeport. Il faut qu'ils se rendent, qu'ils prennent l'avion et qu'ils aillent à Barcelone. Donc, tu as été coupé, Stéphane, mais tu disais que pour faire ces papiers, on doit prendre l'avion, c'est ça? Exactement. Merci. Ouais. Si vous le permettez, je peux rebondir là-dessus. C'est vrai que, et je pense que Marie-Christine pourra en témoigner, et aussi Axel, au moins sur Palma. C'est qu'il y a 6 ans, il y avait une agence consulaire qui fournissait les papiers. Il y avait un chef de chancellerie, c'est encore possible. Et depuis 6 ans, ils ont fermé cette agence consulaire. Il y a toujours une présence française à travers le consul honoraire. Donc, on voit bien comment ça s'est dégradé et il n'y a plus rien du tout pratiquement, à part un consul honoraire qui fait vraiment un travail fantastique, on peut le reconnaître, qui se démêle. Mais la communauté française a nettement augmenté. Il n'y a pas seulement les gens enregistrés au consulat. Je pense qu'on peut multiplier par 2, par 3 le nombre de Français vivant sur les îles Baléares par rapport aux fils des Français. Ah oui, absolument. Et puis, non seulement le fait de se déplacer, de prendre l'avion, mais en plus d'obtenir un rendez-vous qui puisse correspondre avec nos disponibilités, les disponibilités des compagnies aériennes, etc. C'est très, très compliqué. On finit par appeler
en vitesse un matin, le jeudi à 9 h du matin pour pouvoir avoir un rendez-vous qui nous satisfasse. C'est le vrai Ouais, casse-tête. c'est vrai que c'est vraiment problématique, hein, ce retrait de l'État français. Hein, donc, il faut absolument changer ça. Ça ne coûterait pas beaucoup plus cher, hein, de remettre de l'humain un petit peu. Hein. On ne peut pas remplacer par le numérique tout, hein, ou bien donner plus de prérogatives aux consuls honoraires, mais ils sont déjà surchargés, ils ont déjà une autre activité. Hein, là, on parlait, hein, des difficultés, mais on comprend pourquoi les Français, les binationaux, renoncent peu à peu à exercer leur citoyenneté. Donc, du fait que, hein, des difficultés qu'il y a pour fournir tout simplement une pièce d'identité française. Ça peut poser des problèmes aussi pour les retraités, pour toucher la retraite. Hein, donc, et ça, il y a une urgence. Hein, là, il n'y a jamais eu autant de Français. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de touristes aussi, hein, tout le long de l'année. Donc, les services de consulaire, le consul honoraire est très, très sollicité. Hein, donc, l'un dans l'autre, il y a chaque fois moins de services et plus de besoins. Ok, merci beaucoup Renaud pour donc ces précisions, c'est ton point de vue sur la situation et donc les solutions que tu souhaites apporter pour résoudre ces problématiques qui sont impactantes pour la vie quotidienne des Français qui vivent aux Baléares. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose sur cette thématique des services consulaires? On a Jacques qui nous a rejoint. Jacques Dambrine, bonsoir. Soyez le bienvenu. Je vous ai coupé le micro, je le fais à tout le monde pour qu'on puisse s'entendre bien. Allez-y, réactivez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Allez-y. Je voulais juste apporter qu'il y a une île des Baléares sur laquelle il n'y a pas de présence. C'est Minorque, il y a quand même des Français, pas énormément enregistrés, mais il y en a plein qui ne sont pas enregistrés. Mais c'est aussi dû au fait qu'il n'y a aucune présence administrative, consulaire sur l'île. Donc l'idée, c'était aussi peut-être d'essayer de faire pression pour qu'il y ait au moins un consul honoraire. Ou des tournées consulaires, je ne sais pas s'il y a au moins des tournées consulaires qui sont organisées sur cette île. Pour le moment, il n'y en a plus. Et de toute façon, même s'il y en avait, s'ils viennent 3 jours, ça ne suffit pas du tout pour la centaine de personnes qui sollicitent la tournée consulaire. Et il faut tenir compte quand même que l'insularité est importante. Hein, donc, il y a Menorca, Formentera, et donc au moins qu'il y ait un consul honoraire, hein, qui puisse, hein, au moins traiter un certain nombre de cas et le remonter soit à Barcelone, soit à Palma. Donc, hein, ça ne suffit pas un consul honoraire à Palma et un autre à Ibiza. Donc, la présence française est nettement insuffisante. Il faut absolument la renforcer. Tout à fait. D'accord avec vous. Jacques a retrouvé son micro. Oui. Bonsoir Jacques. Donc, je vais vous présenter en 2-3 mots. Nous vivons, ma femme et moi, à Minorque depuis le début du mois de janvier 1999. Wow. Et à cette époque-là, nous avons connu le consul honoraire qu'il y avait à Minorque. Et quand elle est partie en retraite, enfin il y a quelques années, maintenant Monique n'est plus rien du tout, il n'y a plus de consul honoraire. Et pourtant, elle avait une activité très, très grande. D'accord. Donc, vous confirmez, vous constatez aussi ce phénomène de disparition des services consulaires. Oui. On va dire. Okay. Ça, oui, ça manque beaucoup à Minorque, c'est certain. D'accord. Merci Jacques pour votre témoignage. Voilà, ça sera un des éléments absolument, il faudrait réouvrir. Hein, et déjà, en tant que conseiller des Français à l'étranger, on s'est battu pour la réouverture, hein, du consulat. Et je pense que le poids d'un député, hein, pourra faire basculer les choses et qu'il y a qu'il y a le retour d'un consul honoraire à Menorca, c'est la moindre des choses.
je crois. Et des tournées consulaires aussi, hein, donc imposer des tournées consulaires au moins une fois par an, hein, à Menorca, Ibiza et Formentera. Et à Palma, ça passe aussi par la remise d'un consulat, au moins avec un fonctionnaire de catégorie B habilité à faire des documents d'identité et à traiter. Absolument, ça c'est essentiel, ça c'est clair. Merci. Axel, tu voulais dire quelque chose, je crois. Tu voulais Indispensable. intervenir? Non, pardon, je disais qu'à Palma, c'est indispensable qu'il y ait de nouveau un consul. Bien sûr. Tout à fait. C'est noté. Axel, excuse-moi, le temps que tu remets ton micro, tu voulais dire que non, c'est bon. On peut passer au sujet. On enchaîne. Bon. Ok. Écoutez, je vous propose donc d'enchaîner sur le deuxième gros sujet qui concerne donc les Françaises et Français des Baléares, qui concerne l'enseignement, où là on a plusieurs problématiques qui sont identifiées, notamment une problématique qui est spécifique, je dirais, aux Baléares, puisque on le disait, c'est un site touristique et donc les loyers sont élevés. Et donc une problématique sur le logement des professeurs. Aussi, on va l'évoquer, les différences salariales entre les différents types de contrats qu'il peut y avoir dans le corps enseignant. Et enfin, les frais scolaires aussi, qui sont un frein à l'inscription donc des enfants de parents français dans le propre système français. Est-ce que, Hélène, tu veux nous apporter ton témoignage, puisque tu es vraiment dans ce milieu de l'enseignement au Baléares, donc tu es excellemment placé pour témoigner. Oui, alors bonsoir Jacques. Donc oui, comme je le disais en présentation, donc j'enseigne au lycée français international d'Ibiza et cette question du logement chez nous, elle devient extrêmement problématique. Comme la plupart des îles, ici on vit du tourisme, donc une première difficulté qu'on rencontre, c'est le fait qu'il y a très peu de logements qui soient loués à l'année, hein. Il y a régulièrement des professeurs qui louent des logements de septembre à juin et qui chaque année doivent changer de logement. Et l'autre difficulté, c'est le fait que nos salaires, en tout cas en contrat local de droit espagnol, ne nous permettent pas aujourd'hui de vivre seuls, en fait. Donc, j'ai des collègues qui aujourd'hui ont 45 ans et parce qu'ils sont célibataires, doivent vivre en colocation. Et c'est une préoccupation qui devient super urgente, puisqu'on est même limité dans les recrutements. On devrait recruter des professeurs sur leur CV, leurs compétences. Et en fait, on recrute des professeurs en fonction de leur situation familiale. Est-ce qu'ils viennent en couple? Est-ce que la deuxième personne aura un emploi? Et il y a des gens à qui on dit non, parce que leur situation ne leur permettra pas de pouvoir se loger correctement ici. D'accord. Véritable problématique. Renaud, est-ce que tu souhaites… Ouais, je souhaite réagir. C'est vrai que c'est un gros problème, hein. On voit le logement qui prend une grande partie du salaire. Déjà, les salaires sont modestes, donc ça passe par une revalorisation salariale, hein. Il faut absolument revaloriser, même des primes, hein, dans un certain nombre de pays, quand les habitants sont insulaires, etc., ont des primes. Et je pense que ça passe par des primes, hein, quel que soit le statut, hein, des primes pour logement. Et même, hein, il y a un certain nombre de pays, et même dans le réseau AEFE, hein, où on offre des logements, hein, des locations modérées, hein, pour attirer le personnel. Et ça existe. Et ça passe par ça pour rendre attractif le métier, hein, pour enseigner à Ibiza ou Palma. Et là, je pense qu'il faut absolument, hein, remettre des moyens dans ces établissements, penser au logement des professeurs, revaloriser les professeurs. Aussi, il y a, hein, ce que je défends aussi, c'est que quand on homologue un établissement, c'est qu'il y ait des chartes sociales. Ça veut dire que les recrutés locaux comme les fonctionnaires doivent avoir au moins un même volume horaire, hein, et des conditions de travail similaires, hein. Ce n'est pas normal qu'on trouve, par exemple, dans des établissements, des recrutés locaux qui doivent faire 28 heures,
alors que les contrats enfin, résidents, hein, s'il y en a encore, hein, font 18 heures. Il faut niveler vers les 18 heures. C'est logique, on ne peut pas donner 28 heures de cours. Donc, la plupart des professeurs recrutés locaux doivent faire 28, souvent ils se font 22, 23, ils sont donc payés 23, 28e. Donc, ça baisse encore plus leur salaire parce que c'est impossible de donner 28 heures de cours par semaine. Donc, les conditions sont à la fois difficiles sur les îles, il y a une pression, souvent les salaires ne sont pas révalorisés. Je crois qu'il y a la même problématique aussi à Palma, hein. Quand Anna et moi, nous avons rencontré les collègues, hein, c'était le même type de problématique. Il est temps de revaloriser et c'est ça, il y a une pression, on doit refuser des élèves, etc. Il y a jamais ça a aussi bien fonctionné, le lycée Palma et d'Ibiza, et on n'a jamais donné aussi peu de moyens. Hein, et le cœur même du métier, c'est les enseignants. Hein, donc, ça passe par une revalorisation de tous les enseignants, hein, mais aussi des ASEM, etc. Hein, tout le personnel enseignant doit être revalorisé. Il faut mettre des moyens. Hein, donc, Macron avait promis un doublement des effectifs, mais sans moyens, on ne peut pas faire de miracle. Hein, surtout que ces établissements fonctionnent très bien. Il n'y a aucune raison de tirer vers le bas les salaires. L'inflation remonte. Hein. On a quand même en Espagne 10% d'inflation. Donc, on le voit, il y a une pression aussi. Il y aura encore une pression sans doute touristique énorme sur les appartements cet été. Hein, parce qu'après le Covid, hein, ça repart de plus belle. Donc, c'est vraiment ça met dans le personnel enseignant et les autres personnels, hein, dans cet établissement dans une très grande précarité, je dirais. Hein, et ce n'est pas normal qu'à 45 ans, on doit encore partager des appartements, etc. Hein. Ça dit bien de la situation de ces îles salariales. Okay. Merci beaucoup, Renaud. Je peux ajouter quelque chose au sujet justement du nombre d'heures. En fait, au lycée français de Palma, quand les recrutés locaux sont passés de 28 heures à 18 heures, puisque ça s'est fait, mais c'est quand il y a eu ce que je ressens moi comme une espèce de privatisation, c'est-à-dire quand le lycée français est passé à la MLF. C'est la MLF, en fait, qui a permis que les recrutés locaux fassent comme les professeurs français fassent 18 heures au lieu de 28. Sinon, avant, on faisait 28. C'est-à-dire que la France n'a pas réagi à ce moment-là, sauf que, bon, elle a réagi au moment, enfin, elle n'a pas réagi, mais elle a un peu profité du fait que ce soit la MLF qui reprenne la gestion du lycée. Tout à fait. Merci, Christine, pour cette précision. Donc, on peut reconnaître ça à la MLF, Mission laïque française, hein, pour qu'ils ne savent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, hein, le lycée avant était, je pense, à Palma, c'était une gestion par les parents d'élèves, non? C'est ça, Christine, si je me… Oui, c'est l'association des parents d'élèves. Et puis, les profs qui faisaient partie, enfin, au lycée, on était autonome, en fait, jusque dans les années 2000. On était autonome, on n'était pas dans le corps enseignant. D'accord. Ça semble incroyable. Ça semble incroyable. Oui. D'ailleurs, le lycée a failli une année ne pas ouvrir, voilà. Et il a ouvert le matin de la rentrée parce que les profs ont dit « Nous, de toute façon, on ouvre notre lycée, on est préparé et on a commencé sans savoir si on serait payé ou non. Ouais, on en était à ces extrêmes-là à l'époque. » Et aussi, Marie-Christine, si je me souviens bien, les professeurs, quand il y avait eu des problèmes financiers, ils ont accepté une réduction des salaires ou travailler plus d'heures, mais payer comme avant, ce qui correspondait à une réduction de salaire. Et là, ils n'ont pas été revalorisés depuis sur Palma. Hein, apparemment, non. C'est scandaleux, alors que ça n'a jamais aussi bien marché comme… à Ibiza, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne qualité de l'enseignement, une très bonne qualité de l'enseignement. Et en retour, les professeurs n'ont pas de reconnaissance. Non, pas du tout. Et maintenant, avec les nouveaux locaux, justement, pour lesquels aussi on a lutté sang et eau, mais bon, ça y est, il y a presque, si je me suis laissé dire, qu'il y a presque 600 élèves inscrits. Mais de moins en moins de familles françaises qui sont bénéficiaires des bourses. Et ça, malheureusement, c'est vraiment déplorable. Oui, parce que ça devient un lycée français international, privé,
Complètement. avec un public privé. Et malgré ça, les professeurs n'en sont pas bénéficiaires. Hein. Donc, ça pose vraiment des grosses questions. Et là, Tout à fait. Alors, quelles sont les problématiques, Axel, concrètement, pour les bourses quelles sont les problématiques que rencontrent les parents d'élèves? C'est le mode d'attribution, les grilles? Déjà, le mode d'attribution, c'est assez difficile de pouvoir accéder à ces bourses. De nombreuses personnes, il faut vraiment s'accrocher. Moi, je dédie un mois, pratiquement, à ces dossiers. Ensuite, je connais des familles qui ne les ont pas présentées, qui ne les présentent pas parce que ça demande un processus qui est difficile à assumer. Donc, ça met un stress aussi sur et qui peut arriver justement à décourager ces familles et finalement à envoyer leurs enfants dans des écoles espagnoles. Donc, on perd un petit peu aussi cette diversité sociale. C'était ça qui était fabuleux aussi dans les lycées français à l'étranger. C'est justement, on gardait la diversité sociale. C'était quelque chose qui attirait aussi beaucoup de parents, de familles. Et aujourd'hui, ça disparaît. Et ça, c'est… Ouais. Si je peux me permettre, c'est vrai que Hélène mettait dans le chat que c'est des dossiers qui sont compliqués à monter, qui sont très lourds et qui sont très intrusifs aussi. Oui. On demande aux gens de fournir l'intégralité de leur relevé de compte dans le détail. Voilà. Donc, ça peut aussi choquer certaines personnes. Pas parce qu'ils ont quelque chose à cacher, mais parce qu'on n'a pas forcément à donner ce détail de notre vie privée pour l'obtention d'une aide à la scolarité. Hein. C'est pas une charité, c'est une aide à la scolarité. Or, elle est comprise de plus en plus comme charité. Voilà, une charité. On devrait se sentir redevable à l'État d'offrir une aide à la scolarité. C'est d'autant plus absurde sur les îles qui vivent d'une économie touristique où de nombreux parents sont entrepreneurs et donc les revenus sont à géométrie variable. Or, les bourses sont calculées sur le revenu de l'année antérieure et il suffit d'avoir fait une année un peu meilleure, disons, au niveau économique pour se retrouver sanctionné en fait et perdre voire descendre sa quantité de bourse ou voire perdre la bourse. Et donc d'une année sur l'autre en fait c'est très difficile pour les familles d'anticiper s'ils vont pouvoir maintenir leurs enfants dans le système. Et il y a beaucoup de déscolarisation en ce sens. Hein. Bien sûr, parce que c'est quand même une préoccupation si on commence sur un système, si on les met sur un système, de ne pas devoir les changer ensuite en cours de scolarité. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait aussi cette continuation pour nos enfants et pour le bien de l'éducation, en fait. C'est pas seulement le stress économique que ça peut engendrer, la difficulté des bourses, du dossier. Et, ouais. Tout à fait. Oui, alors, Renaud, pardon, vas-y, Marie-Christine. Ensuite, on passera la parole à Renaud qui dira quelles sont les propositions qu'il souhaite apporter. Oui, justement, je ne sais pas si une des personnes qui s'était inscrite à la réunion est branchée, c'est Annette, et qui hésite justement à savoir si elle va faire rentrer son petit-fils au lycée français. Et elle tenait beaucoup à ce qu'on insiste sur ce problème des bourses. D'accord. Ouais, merci pour vos témoignages. Hein. C'est vrai que c'est très problématique et il faudrait revenir au système d'il avant de 2014. Hein. 2014, il y a un système d'incitation scolaire. Hein. Donc, c'est vrai que Anna a bien dit que ce n'est pas des bourses, hein, c'est une aide à la scolarité. Ça doit inciter les enfants de français à se scolariser. Ça ne doit pas les priver. Parce qu'on a un système avant tout privatif et toutes les classes moyennes, basses, un peu hautes, ils ne peuvent plus sacrifier les vacances, sacrifier plein de choses pour mettre ses enfants. Et le gros problème, c'est que ça met dans l'angoisse à chaque demande, chaque famille,
en septembre, ou après, s'ils ont oublié un papier, c'est encore la CCB2, ils vont avoir la réponse en janvier. Donc, on est dans une situation d'angoisse permanente pour les familles. Et c'est ça, les bourses. C'est 1 kilo de papier, une angoisse permanente. Alors que ça doit être quelque chose de fluide où les familles font leur dossier. On n'a pas besoin d'un 36, s'il y a une situation qui change, on le déclare. Et un système beaucoup plus ouvert aux familles et revenir au système d'avant de 2014 où, à partir d'un revenu, il ne fallait pas que le reste à charge dépasse 10 ou 20% du revenu du ménage. Et on devrait revenir à l'ancien système de 2014. Là, ce qui passe, il y a énormément de moyens consacrés pour le contrôle des bourses, chaque fois moins de moyens pour les bourses. Donc, on contrôle chaque fois plus les familles. Il n'y a jamais eu autant de personnel pour contrôler les dossiers de bourse, mais il n'y a jamais eu aussi peu de familles bénéficiaires des bourses. Donc, il y a un paradoxe. Donc, ce qui fait que toutes les classes moyennes disparaissent de ces établissements. On peut voir à Ibiza, on peut voir à Palma, mais aussi pratiquement dans tous les établissements de notre circonscription. Et là, il faut à un moment donné réagir. On ne peut pas dire oui, les familles ne savent pas. Si, elles savent très bien qu'elles n'ont pas de droit. Et c'est vraiment un droit à la scolarité qu'on doit appliquer à ces familles. Et donc, ça passe par remettre à plat le système de cours, revenir à des critères de 2014, arrêter un certain flicage. Moi, je trouve que c'est très violent quand les familles ont des visites à domicile, alors qu'on sait très bien, nous, en tant que conseillers, Anna et moi, on a averti le consulat, on sait très bien que la situation est difficile, mais on voit débarquer, enfin, ils voient surtout les demandeurs de bourse voient débarquer 2 agents du consulat, s'ils répondent, les bourses sont sucrées. Donc là, il faut absolument, je trouve, changer. Les députés précédents n'ont rien fait là-dessus. Ils n'ont pas fait un seul projet pour changer ce système inique, moi je trouve. Et là, il faut absolument le changer, remettre à plat tout ce système et avoir vraiment un système de bourse incitative, de réelle aide à la scolarité pour recapter toutes ces familles de Français. Mais c'est lié aussi au service consulaire parce que les Français n'ont pas de papier, ils n'ont pas de bourse. Comment ils vont vivre leur citoyenneté? Donc, à la fin, ils renoncent à vivre leur citoyenneté française, leur binationalité, etc. Donc là, c'est important. Tout est lié. Et ça correspond aussi au retrait de l'État français dans les services publics en France. Et par ricochet, on le retrouve dans notre circonscription. Tout à fait. Merci beaucoup. Hélène, est-ce que tu voudrais apporter quelque chose à tes souhaits? Est-ce que tu voudrais, toi qui es dans l'enseignement, est-ce que tu voudrais ajouter quelques précisions peut-être sur l'enseignement avant qu'on change de sujet? Alors, j'ai vu que tu avais noté une note dans la conversation qui est même, il demande à des parents des documents qui sont payants pour demander une aide financière. J'ai une collègue qui me commentait ça tout à l'heure, ça me faisait un peu rire. Enfin, le principe est complètement grotesque. De vous demander un papier tous les ans qui est payant alors que vous êtes demandeur de bourse, ça me paraît une absurdité profonde. Tout à fait. Notamment pour les entrepreneurs, c'est l'état des comptes certifiés, ou je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose d'un petit peu long à obtenir et qui en plus est cher. Alors qu'ils ont les extraits de compte, ils ont les déclarations d'impôts et en plus, ils demandent le balance économique. Je ne sais pas comment on dit en français. Ok, très bien. Écoutez, je vous propose d'aborder le dernier sujet de la soirée donc, concernant les Français, les Françaises et les Français des Baléares. Et là, je vais donner la parole à Axel. Axel, tu es artiste. Si tu voulais nous apporter ton témoignage au niveau en général de la culture française sur les îles des Baléares. Tu es aussi investi dans l'entrepreneuriat. Vas-y, branche-toi. On ne t'entend pas, Axel. Vas-y, branche ton micro. On ne t'entend pas. Pour faire vite. Vas-y. Et simple, je suis un artiste, entrepreneur aussi dans les thèmes sociaux, environnementaux. Et en plus engagé dans à ce que se multiplient des projets générateurs d'impact positif et qui soient centrés sur les objectifs de développement durable. C'est extrêmement compliqué. Pas seulement pas d'avoir plusieurs cordes à son arc, ça c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est justement de rentrer dans cette économie. On est dans une économie qui est absolument de marché, de tourisme,
oui, une économie capitaliste, et sur lequel on n'a malheureusement pas, donc ça c'est la réalité de l'Espagne, la réalité de l'Europe. Et moi, j'attends quand même aussi de la part de la France qu'il y ait beaucoup plus d'aide, de soutien justement à ces projets. Et ces projets qui doivent être en plus la somme de différents acteurs qui doivent s'unir autour de ces objectifs. Pour moi, c'est vraiment la nouvelle génération d'entreprises. Si on veut vraiment faire changer les choses au niveau de l'impact social et environnemental. Et donc, ça serait, moi, ça c'est vraiment mon souhait à Renault, et ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à avoir vraiment beaucoup plus d'aide là-dessus. Et malheureusement, d'après l'expérience que je vis, non, ces aides sont extrêmement bloquées. Enfin, c'est très dur, c'est compliqué, et ça ne devrait pas être. Donc, ça devrait être facile. Ça devrait être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simplifié. Merci Axel. Renaud, qu'est-ce que tu pourrais… Alors, il y a plusieurs choses. Vous savez qu'il y a quelques années, il y avait la French Tech. Hein, donc, c'était pour les startups, tout le monde. Alors, bon, en vrai, c'est plus ou moins un échec parce que, bon, je ne vais pas non plus… bon, il y a quelques startups, mais on devrait faire ce principe, mais le développer sur les entreprises basé sur des bonnes pratiques, sur les développements durables, sur des principes solidaires, écologiques, etc., sociaux. Et moi, je suis partisan, enfin, si je suis député, continuer ce projet qu'on avait déjà bien développé, mais bon, c'est vrai qu'il nous manque de moyens, etc., c'est de plateformes, mais aussi pour attirer des fonds, pour aider toutes les bonnes pratiques. Et aussi, on a vu avec notre rencontre avec le maire de Palma, je veux dire, les mairies, elles sont prêtes, mais il faut se connaître, mettre en relation, etc. Il y a faire une sorte de fonds, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sans argent, il faut bien le préciser. Trouver des fonds un peu sur le modèle de la French Tech pour développer ces entreprises innovantes dans le domaine de l'environnement, mais pas seulement dans le domaine d'application, dans l'environnement, de bonnes pratiques artistiques, etc., solidaires et sociales. Et quand on fait des tournées consulaires, quand on se balade un petit peu partout, enfin, comme je le fais depuis des années avec Anna, avec Philippe aussi, on rencontre des entrepreneurs fantastiques tels que Axel, avec des bonnes pratiques. Et c'est vrai qu'il faut appuyer, qu'il faut aider. Mais il faut mettre en réseau, en plateforme, et aussi peut-être, et sans doute, c'est fondamental, créer un fonds de soutien. Il y en a beaucoup, énormément, c'est exactement ça. Il y a plein de graines de projets magnifiques avec des gens qui ont vraiment des super idées pour une économie régénérative au Baléares. Il y a des artisans qui travaillent vraiment avec les ressources locales, qui sont… mais il n'y a aucune aide. Donc oui, on a besoin d'aide pour que ces projets puissent fleurir et puis voilà, et développer cette économie selon un modèle de permaculture avec vraiment cette diversité qui se doit d'exister, et surtout pas qu'on soit dans la monoculture et dans le cas des Baléares, dans le monotourisme. Parce que même si aujourd'hui, les grandes chaînes de tourisme, elles vont être vertes, elles vont être ecological responsables, etc. Mais elles le seront vraiment si elles arrivent à faire de la permaculture économique sur le territoire. Ouais, et on a l'impression quand même qu'on revient au modèle d'avant. Et même s'il y a les politiques, des volontés politiques, souvent ils se retrouvent tout seuls parce qu'il y a toujours l'urgence. Et tant qu'on n'a pas changé de modèle, et même il faut remonter ça au niveau national, c'est pour ça qu'on doit passer une transition écologique et sociale, changer nos modèles de production de richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas seulement faire plus de bénéfices, c'est aussi d'apporter toute une série de choses, de plus, de bonheur, de bien-être, vivre dans un environnement protégé, dans un air pur, ça ne se calcule pas. Et donc, voilà, et donc il faut repenser même le bonheur, le fait d'aller à une exposition, de voir un spectacle culturel, ça apporte une richesse qu'on ne calcule pas. Donc, c'est vrai qu'il faut repenser notre économie en général, comme tu l'as bien dit, Axel, et aussi mettre en avant les bonnes pratiques d'entrepreneurs, etc., de les mettre en réseau. Et je redis, ça passe par des fonds. Et il faut absolument mettre en place un fonds d'investissement pour les entrepreneurs
innovants et ayant des bonnes pratiques sociales, environnementales et aussi culturelles. Merci. Ok, super. Ben merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de cette réunion publique en ligne dédiée aux Françaises et Français des Baléares. Je souhaitais vous remercier toutes et tous pour votre participation. Vous souhaitez une bonne soirée et on vous dit à très bientôt et on souhaite victoire à Renault dans les prochains jours pour qu'on puisse enfin pouvoir voir les choses évoluer de manière positive. Allez voter le 5. On y va. Stéphane, est-ce qu'on pourra partager cette vidéo avec des personnes qui n'ont pas pu venir ce soir Oui, ouais, c'est l'idée de l'enregistrement. Elle sera mise en ligne sur le Facebook d'Agissement. Super. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous. Et bonne soirée. Bon courage. Merci. Ça a été un plaisir de communiquer avec vous. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous. Au revoir. Merci, je vous ai bien écouté. Bonsoir, merci. Jacques, on espère que vous allez nous rejoindre aussi. On pense à Menorca. C'est gentil, merci. Bravo, elle est très handicapée, elle ne peut pas marcher et on est obligé de la sortir du lit avec une grue pour la mettre sur un fauteuil, etc. Donc je vais la rejoindre parce qu'elle est dans son lit actuellement. Et puis on n'a encore pas mangé. Contactez-moi et contactez nos relais locaux si vous avez besoin d'aide. D'accord? Ok, ne vous en faites pas. De toute façon, ici, on est aidé rien que par la municipalité. C'est extraordinaire par rapport à ce qui se passe en France sur le plan sanitaire. On a une assistance médicale tous les jours, tous les matins, et à 1h de l'après-midi tous les jours, qui nous aide, super. qui vient laver ma femme, qui la transporte avec la grue sur sa chaise roulante, de la chaise roulante, dans des jours, etc., qui la pose sur un fauteuil, sur son fauteuil, et tout là. Bel exemple vous êtes bien aidé par les services locaux, plus que par la France. Bon, sachez qu'on est là de tout cœur avec vous. On est là à votre disposition pour vous aider. Est très, très, très bien aidé. Et en plus de ça, elle nous a fourni à ma femme comment ça s'appelle, une pension d'handicapé de 330 € par mois. Ça aide beaucoup aussi. Bien sûr, c'est pas rien. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Jacques, bonne soirée. Voilà. Plaisir de vous connaître à Menorca prochainement. À ce moment-là, si je suis prévenu, on essaiera de vous rencontrer, même de vous inviter à la maison. C'est très gentil. Ça, c'est de la proximité. Je suis très touché. Très bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Et à vous aussi. Au revoir. Et au revoir à tous. Et à tous, bien sûr. Au revoir, merci.